Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, merci pour toutes vos paroles de soutien et d'encouragement au gouvernement. Monsieur le Secrétaire général, le représentant, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, Madame et Monsieur le député, Monsieur le Vice-président du gouvernement de la Polynésie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le commandant supérieur des forces armées, amiral, Monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le premier président de la Cour d'appel, Monsieur le procureur général, Monsieur le directeur des finances publiques, Monsieur le payeur de la Polynésie française, Monsieur le président de la Chambre territoriale des comptes, Monsieur le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le président de l'université, Monsieur le président du MEDEF, Mesdames et Messieurs les chefs du service du pays et de l'État, Mesdames et Messieurs, chers amis, Monsieur le secrétaire général, permettez-moi de vous solliciter pour transmettre nos salutations chaleureuses au commissaire de la République en Polynésie française qui, je le sais, est empêché ce matin pour des raisons qui concernent la Polynésie française d'une façon urgente et bien sûr qu'il nous a adressé ses excuses pour son absence. En entraînant à tous, mes chers amis, je remercie nos invités d'honorer de leur présence. Cette première séance d'ouverture de la session administrative je voudrais leur dire merci de consacrer un peu de votre temps précieux à cette séance d'ouverture. Avant d'entrer dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, permettez-moi d'adresser mes salutations les plus chaleureuses aux deux représentants entrant dans le groupe de la majorité aujourd'hui. Je veux parler, bien sûr, et j'adresse mes salutations et mes hommages à Madame Maeva Bourgade, qui vient en remplacement de notre collègue Tapeta Tetopata. Bienvenue, Maeva. Je salue et j'adresse mes encouragements à Monsieur Fernand Tahiyata, mon maire, le maire de Tuboué, qui a officiellement donc adhéré au groupe Tapura Ahuiratira depuis le 1er avril, comme annoncé. Mes chers amis, je suis heureux de pouvoir compter sur les 37 représentants du groupe majoritaire. Vous savez, nos acteurs socio-professionnels m'ont encore rappelé récemment combien la stabilité politique est précieuse et indispensable pour préserver la confiance. Aussi, je vous encourage à rester solidaires et unis. Et je vous remercie, Mesdames et Messieurs les représentants, comme vient de le rappeler le président de l'Assemblée, les groupes de l'opposition, comme les non-inscrits, comme le groupe majoritaire. Je vous remercie pour votre soutien constant qui renforce effectivement, non pas l'unité simplement de l'Assemblée, mais l'unité de notre pays. Donc merci, bien chers amis. L'ouverture de la session de notre Assemblée est traditionnellement le moment de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et de donner quelques orientations pour les mois à venir. L'année 2020 restera marquée par la crise sanitaire mondiale et ses conséquences sur l'activité économique et sociale de notre pays. Le premier trimestre de cette année 2021 et probablement le second s'inscrivent, hélas, mes chers amis, dans la même dynamique déflationniste. Je pense en premier lieu aux 141 Polynésiens qui ont été les victimes de cette terrible pandémie de la Covid-19 et surtout à leurs familles qui ont été durement éprouvées par leur disparition. Je pense aussi aux personnes fragiles et malades qui ont été affectées par ce satané virus et qui garderont à jamais les séquelles de son sinistre passage. Je pense à ceux qui ont vu le cours de leur vie chamboulé par les mesures de confinement qu'il a fallu prendre en urgence pour se protéger de la propagation incontrôlée de ce virus. Tous nous avons souffert de cette situation incroyable qui a remis en cause nos espérances d'une vie plus agréable. Notre économie a subi cette crise de plein fouet. Nous enregistrons une contraction du PIB en volume de 10%. Pour le dire autrement, il s'agit d'une perte de valeur ajoutée de près de 75 milliards de francs pacifiques, soit l'équivalent acquis de la croissance depuis 2015. Cette perte de valeur s'explique d'une part par le confinement du mois d'avril
de l'année dernière, 2020, et d'autre part via la fermeture des frontières de l'ensemble du territoire national du deuxième trimestre 2020. Près de la moitié de la perte annuelle en PIB provient des difficultés de la branche transport, essentiellement aérienne, et de l'ensemble des effets indirects et directs induits sur le tourisme depuis mars 2020. Entre 2019 et 2020, la fréquentation touristique a reculé de près de 67%. Dès le début de la pandémie, la Polynésie a adopté et mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, mobilisé d'énormes moyens financiers, tant pour contrer l'expansion du virus que pour atténuer les effets sociaux et économiques consécutifs à cette crise. Hier encore, dans le cadre du plan de relance, le Conseil des ministres a validé une subvention de 500 millions de francs à la SOFIDEP pour des prises de participation au capital des petites et moyennes entreprises les plus fragiles, pour leur permettre de se développer, bien sûr, et d'emprunter dans les meilleures conditions. L'État a également apporté sa contribution au soutien des entreprises par le biais des prêts garantis que nous connaissons tous sous l'appellation PGE, à hauteur de 50 milliards de francs pacifiques, et du Fonds de solidarité qui vient de passer le seuil de 10 milliards de participation d'aide aux entreprises. Ce plan a permis de préserver la majeure partie des revenus des ménages et la trésorerie de nos entreprises, alors que certaines étaient privées de chiffre d'affaires pendant plusieurs mois. Ces aides et prêts ont permis d'éviter un grand nombre de fermetures d'entreprises et son corollaire de licenciements à court terme. Néanmoins, mes chers amis, force est de constater que 4000 personnes ont perdu leur travail ou leur activité sur l'année. Et près de 9000 emplois en équivalent temps plein ont été détruits en l'espace seulement de 4 mois entre janvier et avril 2020, dont 41% dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, l'hôtellerie. Les dispositifs exceptionnels de sauvegarde des emplois mis en place depuis mars 2020 ont permis de soutenir plus de 26 000 personnes, salariés, entreprises indépendantes, foyers sans revenus, et ce entre donc avril et décembre 2020. Ce sont donc plus de 6 milliards qui ont été consacrés par le pays à cet édifice de solidarité face à la crise sanitaire. Parallèlement, nous avons poursuivi notre soutien aux demandeurs d'emploi en prolongeant les mesures de droit commun, d'aide à l'emploi et à la formation professionnelle. Je le réaffirme, aujourd'hui, notre objectif de sauvegarde des emplois a donc été assuré et nous avons pu limiter la casse. Ainsi, en 2020, le nombre d'effectifs salariés a baissé de 3,5%, soit une perte de 2267 emplois, dont 296 licenciés économiques. L'impact de la crise sanitaire n'a pas permis à de nombreuses entreprises de maintenir ou de renouveler leurs salariés, en particulier donc les CDD, ou de reconduire les personnels en extra dans l'hôtellerie ou la restauration. Par ailleurs, près de 7000 salariés se sont retrouvés en réduction de temps de travail du fait de la baisse d'activité, notamment dans les secteurs que vous connaissez déjà, vous avez entendu, le tourisme et l'aérien. Le DIES et la Convention de soutien à l'emploi, le CSE, ont permis en partie de compenser la perte de leur salaire. Parallèlement, ce sont près de 2900 entreprises individuelles qui se sont créées en 2020. 2900 entreprises individuelles se sont créées en 2020, soit une augmentation de 9% par rapport à 2019. Cette dynamique montre effectivement la capacité des Polynésiens à se réinventer, à ne pas baisser les bras, à se reconvertir dans les périodes difficiles. Concernant 2021, nous le savons, l'année sera encore difficile. Du fait des restrictions de déplacement, de voyage auxquelles nous sommes confrontés depuis le début du mois de février, nous avons dû renforcer le plan de sauvegarde de l'emploi que vous avez unanimement soutenu ici. Ce renforcement des dispositifs prolonge jusqu'au 30 juin la période exceptionnelle au cours de laquelle le DIES et le DESETI peuvent encore être sollicités. Je vous rappelle que ces mesures et l'ensemble de ces mesures permettent de couvrir un large public, salariés en réduction de travail de temps, travailleurs indépendants, licenciés économiques et foyers sans aucun revenu. Votre Assemblée,
aura également à débattre d'un projet de loi très bientôt visant à la création de structures d'insertion sociale par l'activité économique. Ces entités permettront de prendre en charge les publics les plus éloignés de l'emploi, en leur offrant la possibilité de bénéficier d'un contrat en échange de leur participation à une activité qui répond à l'intérêt général. Elle vise à garantir la cohésion sociale qui est essentielle en période de crise. Le projet de loi du pays a fait l'objet d'une validation des acteurs concernés qui restaient en attente de l'évolution des aides à l'insertion économique depuis plus de 10 ans. Toujours pour les publics les plus fragilisés, le gouvernement vise à faciliter l'octroi des aides sociales par la mise en œuvre d'une carte prépayée, l'OUTIA, à titre d'expérimentation dans un premier temps auprès de 500 familles de Tahiti et Moorea, afin d'alléger ces procédures, de solliciter à chaque fois à la DSFE ces bons d'aide. Ce dispositif doit permettre de restaurer plus d'autonomie auprès des familles en difficulté, et j'ai même envie de dire plus de dignité. Chaque fois présenter un bon à la caisse, bon, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, mes amis, la perspective de sortie de la crise repose sur 4 piliers. Le plan de relance, bien sûr, 2021-2023, qui a été approuvé par le gouvernement et par vous-même, puisqu'il a été présenté ici à l'Assemblée. La poursuite, voire l'intensification de la campagne de vaccination intensive à Tahiti, mais aussi dans les îles. 3e pilier, la prochaine réouverture des frontières, bien sûr. Et enfin, l'utilisation de l'épargne engrangée par les Polynésiens durant cette crise via la consommation et l'investissement des agents économiques. En effet, sur ce dernier pilier, sur la base des publications de l'Institut des missions d'outre-mer du mois de mars 2021, il ressort que les dépôts collectés par le système bancaire bondissent de 110 milliards de francs, soit plus 18,6%, une augmentation de 18,6% en un an, pour s'établir aujourd'hui à 630 milliards de francs fin 2020. Je parle d'épargne. Cette envolée des dépôts locaux, combinée à la politique monétaire volontariste de l'IOM, donne des capacités d'intervention accrues aux banques pour financer des investissements. Dans ce contexte, j'appelle les banques à soutenir nos entreprises et les ménages dans leurs projets. Dans un climat de confiance rétabli, l'utilisation de ces ressources financières importantes sera bien utile pour accompagner notre plan de relance, dont le montant, et je vous le rappelle, avoisine 78 milliards de francs. 630 milliards d'épargne. Ainsi, l'attitude citoyenne des Polynésiennes et des Polynésiens qui, en consommant et en investissant local, va aussi contribuer à favoriser la reprise de la croissance économique de notre Fénois. Le temps que ces mesures portent leurs fruits, il sera nécessaire de préserver les emplois existants, d'accompagner les salariés qui pourraient le perdre et d'aider surtout les nombreux jeunes qui arrivent sur le monde du travail. Il ne faut pas oublier ces derniers. Dans ce contexte où le marché du travail est aujourd'hui contraint, nous mettrons également en œuvre la loi du pays relative à la promotion et à la protection de l'emploi local, promulguée en novembre 2019. La crise sanitaire, c'est vrai, survenue en 2020, n'a pas permis d'engager la mise en œuvre, la priorité ayant été donnée à la gestion de cette crise. Mais enfin, la mise en œuvre des dispositifs de protection de l'emploi local prévus par la loi nécessitera effectivement des étapes préalables que nous engagerons sans tarder. Dès le mois prochain, nous créerons donc la commission consultative tripartite de l'emploi local, composée de représentants du pays et de représentants en nombre égal des organisations syndicales représentatives des salariés d'une part et des organisations syndicales représentatives des employeurs d'autre part. Puis, la mise en place, comme il a toujours été demandé, de l'Observatoire de l'emploi au sein du CEFI sera une étape incontournable pour permettre le fonctionnement de cette commission. Parallèlement, pour accompagner la relance économique, une refonte
de la politique de l'emploi a été amorcée. Elle s'appuie sur un nécessaire bilan de performance des dispositifs d'aide à l'emploi et leur réforme. Il est indispensable aujourd'hui que l'on procède à cet état des lieux. Le chantier de la modernisation du Code du travail fait par ailleurs l'objet depuis plusieurs semaines de rencontres entre le ministère du Travail et les organisations patronales et des salariés. En 2020 donc, la crise sanitaire a révélé avec encore plus d'acuité l'efficience de la formation professionnelle, notamment en termes d'accompagnement des victimes des licenciements économiques. La formation professionnelle apporte de l'employabilité à un demandeur d'emploi. Elle permet également la montée en compétences des salariés. Le CFPA, notre principal bras armé en matière de formation professionnelle, répond aux enjeux du moment en élargissant sa carte de formation, en s'adaptant au marché du travail, c'est important, et en sortant de ses murs pour aller au plus près des demandeurs. Le secteur touristique mérite également une mobilisation de tous nos moyens pour sortir du marasme dans lequel il se trouve. Avec une chute de la fréquentation sur le premier trimestre 2021 encore plus lourde qu'en 2020, je l'ai dit, la fermeture des frontières que nous connaissons depuis le début du mois de février ne peut pas durer au-delà de 3 mois. Les professionnels du tourisme se sont également fortement mobilisés ces dernières semaines pour demander cette réouverture de nos frontières au tourisme international. Ceci pour sauver des emplois, pour sauver leur entreprise. Je ne vais pas recommencer. J'ai eu l'occasion de discuter du sujet au plus haut niveau à Paris lors de mon récent déplacement. Le président de la République est sensible à nos arguments et il a reconnu la pertinence de notre protocole, de nos protocoles sanitaires. Il a compris que l'accélération du programme de vaccination en Polynésie est un élément clé de protection de la population, mais aussi de la réouverture. Elle vise à nous amener le plus rapidement possible vers l'immunité collective que nous appelons de tous nos vœux. Grâce à son appui, grâce à l'appui du président de la République, 15 000 doses de vaccins nous seront livrées désormais très prochainement, toutes les semaines. À cela, j'ajouterai que la nouvelle vient de nous tomber. Nous recevrons très bientôt, et je pense en particulier à nos amis des archipels, nous recevrons très bientôt 5 000 doses de vaccin Johnson, qui nécessite, lui, à lui seul, une seule injection. Nous bénéficierons aussi de l'appui des forces armées pour mener à bien cette campagne de vaccination. Et particulièrement, M. l'amiral, dans les îles les plus difficiles d'accès. Je voudrais donc ici vous remercier pour cette main que vous nous tendez afin de faciliter l'accès de ces îles difficilement atteignables par avion, par voie aérienne. Nous travaillons actuellement avec le ministère des Outre-mer sur les mesures à mettre en place afin de permettre la réouverture, et encore ce matin, pour ce qui concerne les services du haut-commissaire. Les protocoles d'entrée et de séjour des voyageurs que nous proposons seront différents en fonction de l'état sanitaire du passager. Le test RT-PCR avant le départ restant d'actualité et bien sûr ce sera un passage obligatoire pour tous. Mais comme vous le savez, afin de rassurer les marchés émetteurs dans le cadre de la réouverture du ciel polynésien, nous avons demandé la certification Safe Travels au Conseil mondial du voyage et du tourisme. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons obtenu mardi cette labellisation qui vient optimiser nos efforts de reprise de l'activité touristique. Le tourisme, vous le savez tous, est central pour notre économie. Il est notre premier vecteur de richesse provenant de l'extérieur. Il représentait ces dernières années plus de 80% de nos ressources propres. Même si, comme le traduit le plan de relance que nous avons présenté, nous devons renforcer à la fois notre économie bleue, notre économie verte, regagner des parts en faveur de l'autonomie alimentaire et dépendre moins également de l'extérieur sur le plan énergétique, il sera indispensable de renforcer toutes nos ressources propres, tout ce que nous pouvons exporter comme biens, comme services. Nous devons donc, en responsabilité,
assurer la sauvegarde des outils, des infrastructures touristiques, l'accompagnement des professionnels pour la reprise tant attendue et redémarrer, restructurer notre tourisme de demain. Dans cette perspective, outre les aides mises en place, la stimulation du marché intérieur est également cruciale pour les prochains mois. C'est pourquoi le dispositif Titeti Aya a été conçu notamment. Il est déjà actif et son application commence le 15 avril. En accompagnement de cette mesure, les salons du tourisme d'intérieur, qu'ils soient en distanciel ou physique, seront de nouveau organisés afin de soutenir les acteurs du tourisme, notamment dans nos îles. L'avenir de nos opérateurs stratégiques, notamment de Air Tahiti Nui, est aussi un motif de préoccupation. En raison de la fermeture des frontières et de l'arrêt des activités touristiques, la situation financière dans laquelle se trouve aujourd'hui notre compagnie est particulièrement préoccupante. À l'instar des autres compagnies aériennes nationales, qui sont pour la majorité d'entre elles dans la même situation, une action combinée et forte de l'État et du pays est nécessaire, indispensable même. La baisse du chiffre d'affaires de notre compagnie est de l'ordre de 75% comparée à la situation d'avant-pandémie. La société a donc déjà été très fragilisée tout au long de l'année 2020. La trésorerie disponible, qui s'élevait à 13 milliards de francs à la fin des années 19, au début de l'année 2020, cette trésorerie disponible de 13 milliards a été en grande partie consommée en 2020 et finira de s'épuiser en 2021. ATN a pu tenir le coup grâce aux prêts garantis par l'État, contractés à hauteur de 8 milliards de francs, et à l'avance en compte courant de 2 milliards de francs que lui a accordé notre pays. La fermeture des frontières décidée au début du mois de février dernier a aggravé encore plus sévèrement la situation financière de notre compagnie, sachant que l'impact direct de cette décision sur le compte de résultat de la société sera de l'ordre de moins 4,5 milliards de francs pour l'année en cours 2021. Désormais, la pérennité de notre compagnie aérienne internationale nécessite l'intervention financière vitale des pouvoirs publics. La Polynésie, actionnaire principal de cette société, a beaucoup soutenu financièrement Air Tahiti Nui durant les années 2020, j'ai envie de dire aussi pendant les années précédentes, puisque les différentes majorités qui ont présidé à la vie de cette Assemblée ont effectivement tous soutenu notre compagnie. Et la mesure de ce soutien des 2 milliards de francs apportés par le pays, nous avons effectivement beaucoup soutenu le personnel en réduction de temps de travail de la compagnie, et ce pour plusieurs millions de francs. Notre pays va nécessairement atteindre en 2021 ses capacités maximales d'intervention en faveur de la société. Et c'est dans ce sens que nous nous tournons vers l'État, afin qu'il vienne soutenir à nos côtés notre compagnie hôtelière selon un plan de restructuration financière élaboré en concertation avec la direction de la compagnie, le pays et bien sûr le Haut-Commissariat. À cet égard, le président Macron a bien compris la situation difficile dans laquelle se trouve Air Tahiti Nui. Il a exprimé sa bienveillante attention pour déployer les outils de l'État. Notre ministre de l'économie, Monique Raffin, a pris contact avec le comité interministériel de restructuration industrielle, le fameux CIRI, du ministère des Finances à Bercy. Puis, répondant à une question au gouvernement posée par notre sénateur Teva Rohfritsch, M. Bruno Le Maire, ministre des Finances, a reconfirmé hier soir encore devant les élus de la Haute Assemblée la volonté de l'État d'accompagner la compagnie. Ainsi, grâce à cette écoute positive, la direction de Air Tahiti Nui adressera très prochainement auprès des autorités concernées nos demandes d'accompagnement. Comme pour l'ensemble du secteur, la meilleure solution de préservation de la compagnie est la reprise de l'activité aérienne. Je reviens à l'ouverture de nos frontières au mois de mai prochain. Le pays a su innover en juillet dernier avec la mise en place des protocoles sanitaires et des conditions d'entrée et de séjour
qui ont été saluées par l'ensemble des opérateurs touristiques locaux et étrangers. Ceux-ci ont d'ailleurs inspiré nos voisins du Pacifique et d'autres destinations balnéaires. Nous les adoptons en fonction de l'évolution de la situation sanitaire locale et mondiale. C'est peut-être effectivement le côté innovateur des mesures que nous avons prises. Sur le plan purement sanitaire, la mobilisation des hommes et des moyens a été intense. Et je souhaite devant vous remercier chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués, parfois dans des conditions difficiles, et jusqu'au bout de leurs forces pour combattre ce fléau. Depuis le 22 mars 2020, une cellule de crise comme les Covid-19, placée sous l'autorité du ministère de la Santé, a été mise en place. C'est ainsi que cette cellule, si elle était composée pour l'essentiel de personnel de la direction de la santé publique et de l'ARAS, a été complétée par des agents de divers services du pays et établissements, mais également par des prestataires divers et des personnes de la société civile, des volontaires. Tout le monde s'est mobilisé sans compter ses heures. Outre la mise en place de cette cellule, pour répondre à la charge de travail accrue très vite, le soutien des autres départements de la direction de la santé s'est avéré nécessaire. Certaines missions de cette direction de l'ARAS et de la direction de la santé ont même été suspendues et les agents ont été réaffectés partiellement ou complètement aux missions du bureau de veille sanitaire pour la gestion des cas confirmés, pour les enquêtes au cours de cas confirmés, le suivi des sujets contacts, la surveillance de l'entrée de la Polynésie, tout ce que vous avez vu et connu pendant ces derniers mois. La gestion des stocks des produits de santé, l'adaptation de l'offre de soins, la distribution des équipements de protection individuelle, masques, blouses, etc., l'armement par le pays de vol dans un contexte d'embargo et d'arrêt total des vols internationaux et domestiques ont effectivement consommé un grand nombre d'énergie et de force. Au pic épidémique, étalé sur la totalité du mois de novembre 2020, plus de 100 patients étaient hospitalisés simultanément au CHPF pour le Covid-19, dont 25 en réanimation. Sans hospitalisation, 25 réanimations. L'extrême tension sur les lits de réanimation, 35 lits environ occupés en permanence par les patients Covid et non Covid, alors que le service de réanimation dispose habituellement de 18 lits. La mobilisation par l'État de la réserve sanitaire. La participation de l'ILM, de l'Institut Louis Mallardé, à la gestion de la crise Covid-19 tout au long de l'année 2020, puis depuis le début de l'année 2021, a nécessité l'implication directe de plusieurs services de l'établissement, en particulier le laboratoire d'analyse de biologie médicale, le laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à transmission vectorielle, le service des ressources humaines, le service des achats et gestion des stocks, ainsi que les services financiers. La crise a donc conduit à une progression globale d'activité du laboratoire d'analyse de plus de 62% sur l'année 2020, avec 106 500 dossiers contre 65 000 l'année précédente en 2019. La part Covid représente donc 22 453 prélèvements, 57 328 tests PCR et 5 225 tests. Pourquoi je cite tous ces chiffres? Pour vous montrer l'importance de la mobilisation de nos services et de nos établissements pour faire face à cette crise. Ceci a nécessité effectivement la mobilisation d'énergie, la mobilisation de ressources financières, la mobilisation de ressources humaines. La gestion de cette crise a été lourde. La fermeture des frontières nous a également montré qu'il fallait accélérer notre mutation agricole pour tendre vers la sécurité alimentaire. Je remercie l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée pour la validation unanime du schéma directeur agricole polynésien pour les 10 années à venir. Sa mise en œuvre est déjà en route. Et comme vous avez pu le constater lors de l'examen du budget primitif 2021, les moyens alloués à ce secteur depuis maintenant 3 ans sont restés à la hauteur des enjeux et de la consolidation des filières agricoles. Les initiatives sont de plus en plus médiatisées et nos jeunes sont mis en avant par la presse. Il nous faut poursuivre nos efforts
afin d'inverser la tendance de la balance commerciale de notre pays et diminuer l'importation des produits que nous sommes capables de produire ici en Polynésie. C'est dans ce contexte que j'ai demandé au vice-président et au ministre de l'économie d'arrêter les importations de lait de coco en boîte, de l'eau de coco en bouteille, mais aussi de panga en filet. Panga, c'est un poisson bien connu dans les restaurants chez nous. Donc, d'arrêter l'importation de certains produits pour soutenir nos productions locaux et laisser place à nos filières d'agro-transformation. En effet, la période économique difficile que nous connaissons actuellement doit nous amener à soutenir autant que possible nos productions locales et renforcer leur résilience. Ainsi, la récente loi sur les marchés réservés tient à la volonté du pays de favoriser l'écoulement des produits locaux dans nos cantines scolaires. C'est un outil innovant qui vise à donner une garantie certaine à nos producteurs locaux quant à l'écoulement de leurs produits sur le marché. Très prochainement, une nouvelle loi visant à promouvoir les produits locaux dans les cantines scolaires sera soumise à votre Assemblée. Cette loi prévoit que les repas servis dans le cadre de la restauration collective des écoles, des collèges et des lycées devront comporter une part prépondérante de produits locaux. De la suggestion, nous passons pas à l'obligation, mais à des recommandations fortes. Enfin, un projet de loi de pays pour lutter contre le gaspillage alimentaire sera présenté prochainement au Conseil des ministres. Ce texte permettra la création d'une banque alimentaire en charge de la collecte et de la distribution des dons alimentaires, bien sûr, auprès des organismes œuvrant en faveur des plus démunis et aussi les épiceries solidaires que vous connaissez déjà, puisqu'elles sont gérées aujourd'hui par la Croix-Rouge. Concernant l'économie bleue, et plus particulièrement le secteur de la pêche hauturière, notre gouvernement poursuit sa stratégie d'entrée en flotte progressive des navires de pêche polynésiens avec la délivrance d'ici la fin du mois, c'est-à-dire fin du mois, c'est sûr? Bon, alors d'ici la fin du mois d'avril, d'une douzaine de nouvelles licences ouvrant droit à la défiscalisation, permettant leur construction dans les chantiers locaux et des perspectives de recrutement de 5 à 6 marins par navire au minimum. Je tiens donc à saluer le courage des acteurs de cette filière qui ont su montrer leur solidarité dans cette nouvelle suspension des vols internationaux, bien sûr, puisqu'ils sont tournés vers l'export. Mais ce sont ainsi plus de 40 tonnes de thon frais en 2 vols qui ont pu décoller courant en mars grâce à la réactivité des mareyeurs. Un vol pour le mois d'avril est d'ores et déjà planifié pour une quantité de 20 tonnes environ. Pour la pelliculture, autre secteur très sinistré, et suite au conseil de la pelliculture, aux réunions des conseils de la pelliculture réunis en urgence au mois de décembre et février dernier, nous avons décidé de lancer un programme de nettoyage de nos lagons et de gestion des déchets perlicoles. J'ai demandé à nos services de se rapprocher des comités de gestion de chaque île perlicole afin d'identifier les moyens nécessaires et de déterminer surtout les sites de stockage de déchets avant leur rapatriement sur Tahiti. L'objectif à long terme pour cette filière est de valoriser davantage la perle de Tahiti, mais avec un label éco-responsable, respectueuse donc de l'environnement. S'agissant de la formation maritime, autre sujet qui nous a préoccupés tous ici à l'Assemblée, les formations seront fortement délocalisées pour la formation maritime. Pour 2021, afin effectivement de tenir compte des difficultés de nos jeunes qui vivent dans les îles, de supporter à leurs frais des coûts liés au déplacement, voire à leur logement ici à Papeete. Ainsi, une formation au certificat de pilote lagonaire débute ce jour même sur l'île de Bora Bora. C'est un hasard, mais ça commence par le président de l'Assemblée, mais elle sera suivie. Elle sera suivie d'une formation sur Urutu, programmée pour le mois de mai, suivie de Makemo, puis d'une formation au brevet de capitaine de pêche côtière sur les marquises à Nukuhiva. Au titre des affaires foncières, nos efforts se sont portés ces dernières années sur la mise en place de dispositifs favorisant le retour des Polynésiens sur leurs terres. Au mois de février de cette année, vous avez adopté ici,
à l'unanimité la modification du Code de procédure civile qui précise les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de partage par souche par le tribunal foncier. Cette mesure forte, qui était attendue depuis plus de 30 ans, l'état donc des indivisions dans notre pays, constitué de centaines de personnes sur plusieurs décennies, rendait effectivement impossible le partage par tête. Désormais, le partage par souche permet qu'un membre d'une souche représente l'ensemble de celle-ci devant le juge. Au lieu de venir à 100 personnes, une personne pourra donc représenter la souche. Cet outil est associé à la possibilité pour les notaires depuis 2019 de procéder à des partages à l'amiable à la majorité qualifiée et non pas à l'unanimité, favorisera donc la sortie de l'indivision des terres et le retour de nos populations sur leur foncier. Ce qui est attendu aussi depuis plusieurs années. En effet, nos Polynésiens, bloqués par la règle de l'unanimité de tous les indivisaires, ne pouvaient, en cas de désaccord, que recourir au partage judiciaire. En effet, c'est ce qui a retardé en grande partie le traitement du dossier foncier ici par le tribunal. Néanmoins, il est important de rappeler que ces deux outils ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 2028. Aussi, une campagne d'information va être lancée pour toucher un maximum de notre population. Tous les outils réglementaires mis en place ces dernières années ont entraîné une forte augmentation de la fréquentation du guichet de la direction des affaires foncières. Ainsi, malgré le confinement et les restrictions, et en accord avec les services du haut-commissaire, pour éviter que les moutons se présentent à l'entrée de la DAF, malgré le confinement et les restrictions liées à la pandémie que nous connaissons, le nombre de personnes accueillies à la direction des affaires foncières est passé de 34 000 en 2019 à 42 000 en 2020. Face à cet afflux de personnes, la direction des affaires foncières a donc décidé, avec son ministre, d'ouvrir ses portes à 6h30 le matin, afin d'offrir aux usagers une amplitude horaire plus large d'accès aux services, s'inscrivant ainsi dans une démarche de qualité du service public centrée sur l'usager. Enfin, l'accès et la préservation de notre patrimoine foncier, vous le savez, sont des enjeux majeurs. La spéculation immobilière générée par des investisseurs immobiliers, des investissements immobiliers de personnes non résidentes sur notre territoire participe aujourd'hui, on le ressent déjà, à une flambée des prix. Aussi, nous reviendrons prochainement devant vous pour soumettre à votre Assemblée un texte visant à encadrer la vente des biens aux personnes non résidentes. J'évoquais à l'instant la démarche qualité du service public. La modernisation de l'administration est un axe prioritaire, vous le savez, souhaité par nos administrés. Cette thématique a été un des points du séminaire du gouvernement du mois de février dernier. Et une feuille de route a été clairement assignée aux chefs de service. En effet, il nous faut des services plus performants, des services plus économes, des services plus accessibles, plus rapides pour améliorer la satisfaction des usagers, qu'ils soient particuliers ou professionnels, qu'ils soient de Tahiti ou des archipels. Les maîtres mots de cette démarche sont confiance et exemplarité. Retrouver la confiance des Polynésiens envers un service public qui doit gagner en exemplarité. Mais soyez sûrs que ce ne sont pas que des mots. En effet, lors du séminaire intitulé « Faire simple », rassemblant les chefs de service de l'administration et qui a été organisé par le ministère de l'Éducation et de la modernisation de l'administration, il a été demandé à chaque service de s'engager jusqu'en 2022 sur des mesures concrètes de simplification administrative. Ainsi, ce sont 126 engagements pris par les services qui doivent être réalisés avant le 30 juin 2021. Ouais.
Ne faites pas oui comme ça. 126 engagements pris par les services doivent être réalisés avant le 30 juin 2021 et plus de 900 mesures avant la fin de la mandature. Un baromètre de la simplification administrative sera publié pour que les avancées soient visibles de tous. Ces engagements concernent prioritairement un impact concret pour les usagers des services publics, mais aussi pour l'administration elle-même, par un travail interservice effectif, plus efficient et une simplification des multiples commissions qui retardent trop souvent le processus de décision. Les principales actions concernent le numérique, la dématérialisation, la mise en place de maisons de services publics dans les archipels éloignés, anciens projets, l'amélioration de l'information, notamment bilingue, l'information en bilingue, la révision des horaires d'ouverture des services, ainsi que la réduction des délais de traitement des dossiers des particuliers, mais aussi des dossiers des professionnels essentiels pour la relance de notre économie. Cette réduction de traitement, cette réduction des délais de traitement va effectivement encourager les professionnels à aussi aller plus vite. Vous l'avez compris, cette exigence de modernisation administrative implique une accélération de notre politique du numérique. Le plan de relance répond à cette exigence, si vous avez bien vu, en programmant donc des investissements lourds dans la mise en œuvre d'un réseau très haut débit de l'administration sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Je remercie d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier à nouveau l'État qui a décidé, au travers du fonds d'entraide, je ne sais pas comment on peut traduire le FEI en français, le FEI, au travers du fonds exceptionnel d'investissement, puisqu'il m'a été annoncé lors de mon dernier voyage à Paris, d'une subvention de 300 millions environ de francs pacifiques. Merci beaucoup, on en aura besoin. Ce réseau donc permettra de développer non seulement un espace de convergence des activités économiques dédiées au numérique et à la digitalisation, mais aussi des outils comme un cloud hybride ou un open data assurant l'autonomie du pays en matière de pilotage numérique. La crise sanitaire nous a effectivement montré que cette autonomie est devenue aujourd'hui une priorité absolue. Ce développement du numérique doit aussi servir l'éducation. En effet, les assises du numérique éducatif qui viennent de se tenir les 25, 26 et 27 mars dernier, organisées en 100% distanciel par le ministère de l'Éducation, ces assises ont mis en exergue l'urgence de mettre en œuvre un environnement numérique de travail ouvert aux élèves, parents et professionnels. Un environnement numérique ouvert aux élèves, aux parents et aux professionnels de l'éducation, notamment donc aux enseignants. Plusieurs expérimentations existent déjà dans les établissements scolaires et un espace numérique de travail, vous entendez parler de cette abréviation ENT, espace numérique de travail, premier et second degré, sera lancé dans un bassin de formation dès la rentrée 2021 pour être ensuite généralisé. D'autres avancées vont continuer à se développer, notamment dans le téléenseignement déjà en place entre Rongiroa et Tahiti, entre Whakarawa et Tahiti, pour permettre, et c'est un vœu des populations de nos archipels, pour permettre en cycle 3 de maintenir nos enfants dans leurs îles en classe de 6e. Nous attendons donc, dans les jours qui viennent, le résultat de la candidature de la Polynésie française portée par le ministère de l'Éducation, de l'Université et par le vice-rectorat pour l'ouverture de campus connectés, rebaptisés archipels connectés dans chacun de nos 5 archipels. Il s'agit là de rendre accessibles plus facilement à notre population les formations initiales et continues de l'enseignement supérieur dans les archipels, qu'ils puissent accéder à la formation, à l'enseignement supérieur. Le numérique doit donc, cependant, je le rappelle, rester un outil de facilitation des apprentissages et de lutte contre la fracture géographique. C'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi.
l'objectif n'est pas le 100% numérique. L'homme doit garder sa place. Ainsi, face à cette crise sanitaire, il faut renforcer la sécurisation des parcours des élèves, le taux d'absentéisme restant encore au-dessus des moyennes observées les années précédentes. La création d'un observatoire de la persévérance scolaire, en partenariat avec le vice-rectorat, le renforcement du partenariat avec les TAVANA dans l'accompagnement des pré-décrocheurs et des décrocheurs, le soutien renouvelé de la mission de lutte contre le décrochage scolaire doivent permettre de retrouver une situation normale de scolarisation de nos enfants. C'est l'action conjuguée de cet observatoire, du vice-rectorat, du ministère, des TAVANA. C'est cette action conjuguée qui doit nous permettre de rétablir une situation normale de la scolarisation de nos enfants après crise. Je rappelle qu'à la différence de nombreux pays, nous avons pu laisser ouverts les établissements scolaires, ce qui a permis de maintenir le lien essentiel des jeunes et des familles avec l'école. Favoriser la persévérance scolaire, c'est aussi offrir aux jeunes des formations adaptées à leurs compétences et surtout des besoins du pays. Le premier schéma directeur des formations 2015-2020, je pense que vous en rappelez, avait permis non seulement de développer des diplômes tels que les certificats polynésiens d'aptitude professionnelle ou les certificats polynésiens des métiers d'art préparés par les CETAD et le CMA, mais aussi d'ouvrir, c'est important, les classes préparatoires aux grandes écoles et des BTS afin d'offrir plus de place à nos jeunes bacheliers sur notre Fénois. Ce schéma directeur des formations, le nouveau 2021-2025, qui est en cours d'élaboration avec de nombreux partenaires, continuera dans cette voie pour offrir des formations dont le pays a besoin et adaptées à tous nos jeunes, quelles que soient leurs aptitudes et leur origine sociale. Nous souhaitons aussi inscrire dans le marbre les avancées des dispositifs innovants en matière d'éducation. Ainsi, nous vous proposerons dans quelques semaines deux lois de pays. Une sur l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans et sur l'instruction dans la famille. Une autre loi sur le développement et la pérennisation de la promotion des langues polynésiennes et des classes bilingues de la maternelle jusqu'au lycée. En matière de logement, maintenant, le nombre total d'autorisations délivrées en 2020 a connu une légère diminution, moins 9,2% par rapport à 2019. Ceci, naturellement, en raison de la crise sanitaire. Mais ce constat est contrebalancé par un niveau élevé de certificats de conformité délivrés pendant la même période, un niveau jamais atteint. On constate ainsi en 2020, en matière de logement, une augmentation de 16,1% des délivrances de certificats de conformité. Alors que les permis de construire étaient à la baisse, les demandes de certificats de conformité, elles, étaient à la hausse. Mais dans ce contexte de maintien à un niveau élevé du secteur de la construction, les missions de construction du service de l'urbanisme, du centre d'hygiène et de salubrité publique, vous le savez, ont été regroupées au 1er janvier 2021 au sein d'une seule direction, la direction de la construction et de l'aménagement, pour éviter que les dossiers fassent des circuits pas possibles avec des retards sans nom. Cette fusion opérationnelle contribuera à fluidifier l'instruction des autorisations de construire, faciliter la coordination des instructions et surtout réduire les délais d'instruction, tant aux îles du Vent que dans les archipels, au Tuamotu, aux Australes et ailleurs. Cette restructuration appelle une simplification de la réglementation relative à l'acte de construire. Un premier travail a été présenté récemment au CESEC et sera présenté prochainement à votre Assemblée. Cette première étape de simplification consiste à faire évoluer le permis de terrassement en un permis d'aménager. Le permis d'aménager vient donc remplacer l'ancien permis de terrasser, qui était lui
limité à 60 mètres cubes de matériaux. Ce seuil sera donc rehaussé à 1000 mètres cubes et, bien naturellement, sera évidemment assorti de prescriptions nécessaires, de prescriptions à respecter afin de garantir la protection de l'environnement. Nous ne le ferons pas aux dépens de notre souci de maintien de notre environnement. Au-delà de cette simplification réglementaire, la direction de la construction et de l'aménagement est engagée dans un processus de dématérialisation complète de l'instruction des permis de construire qui simplifiera considérablement la procédure tant pour les usagers que pour les communes et l'administration. L'idéal, effectivement, c'est que l'on puisse constituer un dossier de permis de construire de chez soi. Je pense en particulier à nos compatriotes des îles. Concernant le transport aérien international, et suite à l'appel à candidature que nous avons lancé, nous sommes actuellement en phase d'analyse des candidatures et des offres. Les négociations seront entamées dès le 28 avril, si j'ai bien capté le calendrier qui m'a été proposé. Le Conseil des ministres se proposera sur le choix du délégataire dans sa séance du 2 juin. Et enfin, la convention sera signée au plus tard fin juin, mais je crois qu'il était prévu que cette convention soit signée le 15 juin. Concernant les transports terrestres, une antenne de la direction des transports terrestres sera ouverte à Taravon. Nous allons déconcentrer dans l'optique d'un rapprochement de l'administration auprès de ses usagers résidant à la presqu'île. Certaines démarches concernant la direction des transports terrestres pourront ainsi être réalisées directement sur site pour ceux de Taravon et bien sûr pour les communes avoisinantes, évitant ainsi des déplacements sur le propriété. Parallèlement, le service s'est engagé sur la dématérialisation et la simplification des principales démarches administratives, adhérant ainsi au principe du FAORIE, faire simple. La modernisation des réglementations relatives aux étapes avant d'arriver à une qualification qui leur permette de travailler dans de bonnes conditions. La réforme de l'organisation du contrôle médical apportera également une simplification avec la possibilité de s'adresser à un médecin agréé plutôt que d'avoir un recours systématique au CHPF. Le CHPF a autre chose à faire. Donc ce sera un médecin agréé qui fera ce travail demain. Concernant les transports en commun, plusieurs études vont être lancées concernant la simplification de la tarification, les nouveaux mobiliers urbains qui seront dédiés au transport public et la mobilité dans le cadre des compétitions de surf, des épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Tiobo. Avant de conclure, je souhaite évoquer avec vous 3 sujets sur lesquels j'ai échangé à Paris avec le président de la République. Je n'en ai pas parlé à la presse, je voulais vous en parler directement. Après la parution du livre Toxique, un doute effectivement est apparu. Cela jette un trouble énorme dans les esprits et risque d'anéantir tout ce qui a pu être fait ou acquis ces 10 dernières années. Nous sommes tous d'accord que beaucoup de choses ont été faites. La demande de vérité et de justice est spontanément apparue dans les esprits, dans tous les esprits des Polynésiens. Vérité et justice. C'est cette quête que j'ai soumise au président de la République et qui a répondu favorablement, en effet, en proposant une table ronde de haut niveau. Elle sera lancée dès le mois de juin prochain et elle se réunira à la fin du mois de juin à Paris sous la présidence du président de la République. Il m'a affirmé qu'il est aussi désireux de la vérité et de la justice sur ce sujet. Et enfin, les conclusions de cette table ronde de haut niveau serviront de feuille de route de travail et d'action sur le dossier nucléaire. Le président Macron a également accepté que lui et moi nommions chacun un animateur, coordonnateur de cette table ronde. Une personne sera nommée à Paris pour l'organisation sur Paris
et une personne sera nommée ici, à Tahiti, pour s'occuper de cette organisation. Ce sera un binôme qui aura la charge donc technique et concertée de cette opération. Le coordonnateur nommé par le président Macron sera basé à Paris et celui nommé par moi-même sera basé à Tahiti. Cette personne, ici, localement, devra être une personne immédiatement disponible et immédiatement opérationnelle. Elle animera donc une équipe dédiée à cette préparation localement. Nous en reparlerons. Le deuxième sujet abordé avec le Premier ministre aussi concerne la Convention Santé-Solidarité. De 2015 à 2020, nous parlons beaucoup de reconduction de cette Convention Santé-Solidarité, mais vous le savez aussi, de 2015 à 2020, effectivement, l'État a versé chaque année 1,4 milliard de francs, soit donc près de 5% du régime de solidarité, et aujourd'hui, afin d'aboutir, d'atteindre l'équilibre du RSPF. Cet équilibre a été atteint en 2019. 2020, nous avons pu bénéficier, encore une fois, de ce 1,4 milliard au titre de ce régime de solidarité, mais qui n'avait plus de raison d'exister, puisque l'objectif a été atteint. Aussi, nous avons longuement discuté et l'État a donc accepté qu'un nouveau projet de convention santé-solidarité soit établi. Mais cette fois-là, non plus pour atteindre l'équilibre, puisqu'il n'y a plus de raison, le RSPF est en équilibre, mais cette fois-là, pour de nouvelles problématiques sanitaires, que sont la dépendance, que sont les évacuations sanitaires internes, localement, et les équipements médicaux. C'est l'objet de la nouvelle convention. Et à cet égard, le Premier ministre a donc donné mandat au commissaire pour finaliser le projet de cette nouvelle convention Santé-Solidarité 2021-2025 et qui devrait amener l'État à soutenir notre PSG à hauteur de 14 millions d'euros cofinancés par les ministères des Outre-mer et de la Santé. Ce chiffre reste encore à être précisé, mais c'est en tous les cas l'objectif que nous nous sommes donnés. Nous espérons pouvoir signer cette convention à la fin du mois d'avril, Monsieur le secrétaire général. J'ai également négocié à Paris un volet numéro 3 du contrat de développement et de transformation, baptisé Accord territorial de relance. Il s'agit concrètement, car je souhaitais vraiment, il s'agit concrètement d'une part d'organiser en Polynésie les dispositifs nationaux au travers d'appels à projets, notamment sur le tourisme durable ou l'économie circulaire. Sur les dispositifs nationaux. D'autre part, ce contrat prévoit que l'État injectera 430 millions de francs dans notre économie pour la rénovation des bâtiments et 211 millions pour les bâtiments des communes. Donc pour les bâtiments de l'État, 430 millions, c'est intéressant parce que ce sont des retombées locales. Et 211 millions pour les bâtiments des communes. Une autre enveloppe de 226 millions de francs est débloquée et j'ai souhaité qu'elle soit affectée à la rénovation de nos logements étudiants. Parce que ces étudiants, effectivement, occupent aujourd'hui, certains de ces bâtiments sont réellement doivent être soumis à de grosses réparations. Ce sont donc plus de 860 millions qui seront injectés dans l'économie locale, principalement pour soutenir les corps de métier du bâtiment. Ce volet sera signé d'ici la fin du mois avec le haut-commissaire, après finalisation du support conventionnel par nos équipes. Enfin, j'ai échangé avec le président de la République sur son voyage en Polynésie, qui était initialement prévu au mois de mai. Je lui ai suggéré de décaler sa visite à la fin du mois d'août 2021. La situation sanitaire préoccupante de la métropole ne permettrait pas au président de la République d'effectuer une visite en Polynésie d'une manière sereine, populaire et chaleureuse, bien sûr. Il visitera donc un atoll, il ira aux Marquises, on parlera culture, résilience environnementale, résilience économique
et ce seront les thématiques fortes de la visite officielle du président. Que ce soit sur le nucléaire, sur la biodiversité, sur le climat, sur l'économie, ensemble, nous voudrions que ces grands sujets soient abordés sous un angle d'avenir. Mes chers amis, je vais terminer. Au cours de cette année difficile, votre gouvernement a tout mis en œuvre pour éviter que la crise sanitaire et économique ne vire à la crise sociale de grande ampleur. Nous avons, avec le soutien de l'État, nous avons mobilisé tous les moyens disponibles. Tous les moyens disponibles. Les aides de l'État et du pays ont donc joué leur rôle d'amortisseur et ces aides ont limité la casse. Toutefois, ce degré élevé, c'est, je crois, la première fois qu'autant d'argent est supposé être injecté dans l'économie de ce pays. Ce degré élevé d'intervention publique dans l'économie polynésienne ne doit pas éluder la question qui se présente à nous tous aujourd'hui. Quelle sera la situation de ces entreprises après l'arrêt de ces mesures temporaires? Car il y aura toujours un après. Je vous ai parlé de l'épargne des entreprises, des ménages. Nous n'avons jamais atteint ce niveau. Alors c'est vrai que les Polynésiens ne sortent plus. Nous n'avons plus l'occasion de dépenser notre argent à l'extérieur. Cet argent est resté dans le pays. Mais cette situation ne perdurera pas. Il faut donc d'ores et déjà que nous commencions à réfléchir à l'arrêt de ces mesures temporaires et au lendemain de ces entreprises de l'activité. Fragilisées et regardons l'avenir avec incertitude, nos entreprises, ces entreprises pourraient faire le choix de sacrifier le développement au profit de la pérennité. Les perspectives d'investissement privé risquent donc de se dégrader rapidement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce plan de relance 2021-2023 qui consacre des crédits conséquents au soutien de l'activité économique. Nous avons confiance, j'ai confiance en tous les cas, dans le redémarrage de notre économie avec la réouverture prochaine des frontières. Et nous nous donnons, là encore, les moyens d'accompagner cette relance. Mais comme vous l'aurez compris, en écoutant mes propos, nous avons ouvert un nouveau chantier important au cours de cette période. C'est celui de la simplification administrative. Des démarches sporadiques avaient déjà été entreprises, mais désormais, nous vivons la généralisation de la simplification des procédures, ce qui correspond non seulement à nos engagements électoraux, mais ça correspond surtout aux aspirations des citoyens et des usagers du service public. Voilà, mes chers amis, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants, une idée du programme que nous aurons ensemble à déployer pour cette session administrative et je vous remercie du fond du cœur pour toute votre attention.